Bonjour, c'est Drawer et bonne année 2020 à tous, la santé, tout ça. On se retrouve à nouveau pour ce petit rituel qui est le top de l'année passée. Alors j'ai réussi à voir en 2019 200 films, ce qui est mon record personnel, j'en suis assez content. Et du coup j'ai pu regrouper pas mal de films de genre, films d'horreur notamment. J'ai pu en voir un certain nombre et du coup je suis apte à faire mon top. Alors mon top bien sûr est totalement subjectif, hein, comme vous vous en doutez, comme tous les tops qu'on peut voir pulluler sur YouTube en ce moment. Et donc voilà, donc j'espère que vous retrouverez certains films, enfin vous allez en tout cas trouver des films qui vont vous intéresser à regarder ou peut-être que vous avez déjà vu et me donner votre avis dans les commentaires. En tout cas, on va en discuter. Mais avant de commencer ce top, j'aimerais faire un petit bilan de 2019 sur les faits qui m'ont marqué en termes de cinéma, évidemment. Déjà, cette année a été le clap de fin pour la série Game of Thrones. Alors, Game of Thrones est une série que tout le monde connaît, vous en avez tous entendu parler si vous avez eu un semblant de vie sociale. Série médiévale fantastique dans laquelle ils se bastonnent tous pour avoir le trône. Hein, voilà, le trône de fer. Voilà, je sais pas pourquoi je vous explique, vous connaissez évidemment. Et donc là, c'était la dernière saison qui a été un petit peu décriée par la critique. Et moi-même, je l'ai trouvé un petit peu bâclé. Donc voilà. Mais je garderai bien sûr toujours un très très bon souvenir de cette série. J'ai tenu 8 saisons, donc quelque part, c'est que j'ai été accroché par celle-ci. Donc ouais, cette série et ses personnages vont me manquer. Bisous à toi, Arya, mon personnage préféré. 2019 a été marqué par une avalanche de films Disney dont personnellement je me branle, mais alors avec un dé à coudre, comme ça, j'ai une très petite bite. Avalanche de Disney avec quoi, La Reine des Neiges 2, avec les Avengers, le Star Wars 9, il y a eu quoi? Il y a eu Dumbo, il y a eu, qu'est-ce qu'il y a eu? Il y a eu plein. Aladdin, enfin il y a eu une chier. C'est très bien que ça existe, on ne peut pas ignorer la société aux grandes oreilles, de toute façon, elle était partout. Il y a eu aussi l'affaire Roman Polanski, donc Roman Polanski qui est un réalisateur de talent, hein, voilà, qui a fait ces films-là par exemple, que je vous encourage à voir parce qu'ils sont formidables. Formidable. Faut vraiment que j'aille voir un putain d'orthophoniste. Et donc vous l'avez peut-être entendu ou pas, mais c'est aussi un petit violeur d'enfants. Donc c'est-à-dire que voilà, il aurait violé plusieurs jeunes filles âgées de je sais plus de 12 à 15 ans, bref, et donc il y a pas mal de nanas qui sont revenues sur le devant de la scène pour exprimer leur agression, ce qui est très bien, hein, attention, je dis pas ça, mais il a aussi sorti un film qui s'appelle J'accuse, alors qu'il est lui-même accusé, hein, quelque part, donc ce qui est assez ironique, mais il a aussi été sous les feux des projecteurs, notamment du film de Quentin Tarantino, Once Upon a Time in Hollywood, parce que on y parle de Sharon Tate, qui était sa femme et qui a été brutalement assassinée. Enfin voilà, donc si vous n'avez pas vu le film de Tarantino, renseignez-vous un petit peu sur l'affaire Sharon Tate, c'est toujours mieux d'en savoir un peu plus sur cette affaire avant de voir ce film. Donc du coup, question qu'on se pose souvent, faut-il faire la différenciation entre l'artiste et l'homme? Voilà, donc Polanski, bon réalisateur, mais violeur d'enfants, donc qu'est-ce qu'on fait? On arrête de voir ces films? Voilà, donc c'est des questions qui sont toujours sous-jacentes avec l'arrivée de MeToo et tout, enfin voilà, toutes ces icônes en tout cas qui sont des agresseurs sexuels, mais qui sont parfois aussi des génies. On peut penser à Louis C.K., qui j'espère reviendra prochainement sans se branler sur les gens. Il y a eu aussi la mort de Jacques Chirac. Alors vous allez me dire, je sais très bien ce que vous allez me dire, ça n'a rien à voir avec le cinéma. Et je vous dirai effectivement. Manger des pommes. Ma meilleure imitation. Cependant, moi j'ai grandi avec les Guignols de l'info. Alors les Guignols de l'info, c'est voilà, c'est des marionnettes qui passaient sur Canal+ et qui traitaient l'actualité avec dérision, c'était de la caricature, quoi. Et il y avait la marionnette de Jacques Chirac qui, disons-le en passant, a aidé Jacques Chirac à être élu, hein, parce que la marionnette était tellement drôle et tellement sympathique que les gens qui regardaient les infos, parce que ça passait à l'heure des infos, regardaient souvent les Guignols de l'info. C'était très populaire à l'époque. Ça allait beaucoup moins depuis que c'est terminé, mais bon, disons que c'était sur le déclin. Et il y avait des sketchs mais formidables, avec Super Menteur et j'en passe. Donc en plus, les auteurs des Guignols de l'info se sont beaucoup inspirés du cinéma, et donc du coup ont mis en scène Jacques Chirac dans des films célèbres. Le café, moi, c'est obligé. Ah ouais, court, sans sucre, comme ça. Juste le goût. Pareil, comme toi. Pas le droit, je vais... Belle balle. Donc ouais, Jacques Chirac pour moi c'est les Guignols de l'info, et du coup... bisous Jaco. Donc voilà, c'était mon petit retour People 2019. Maintenant on va passer au top des films d'horreur de cette même année. Vous pourrez retrouver à la fin de la vidéo le top 3 des films de 2019 mais pas horreur, ainsi qu'un petit flop 5, voilà. Donc restez jusqu'à la fin de la vidéo. Générique.
Numéro 11, parce que je me suis rappelé d'un film au dernier moment alors que j'écrivais la vidéo et qui a pris la place du numéro 10, c'est Crawl de Alexandre Aja, donc réalisateur français, qui a réalisé Haute Tension, La Colline des Yeux, le remake, etc. J'adore ce réalisateur, et donc Crawl est un film de bestioles avec des alligators, des crocodiles, j'ai jamais su faire la différence entre les deux, je suis un peu con, qui vont lors d'une tempête attaquer des gens dans un sous-sol. Donc les gens sont coincés dans le sous-sol, et la nana est une professionnelle de la nage. Donc est-ce qu'elle va mieux nager que les crocodiles? Ça, on le saura dans le film. Donc c'est un film qui est sorti en plein été, je suis allé le voir au cinéma dans une salle climatisée, c'était le film parfait, un film qui se prend pas trop la tête. Alors c'est pas un film over the top comme Piranha, comme il a pu réaliser, c'est un truc de série B, mais c'est pas loufoque, c'est pas comique, voilà, ça se prend quand même assez au sérieux, même s'il y a des moments un petit peu abusés. En tout cas voilà, moi j'ai bien apprécié ce film, c'était un bon moment, c'était pas vraiment le meilleur film, c'est pour ça qu'il est à la 11e place, tout simplement. Donc le film qui a volé la place de numéro 10 à Crawl, c'est Golden Glove, qui prend la place numéro 10 de ce classement. C'est un film que j'ai vu aussi au cinéma, qui m'avait été pas mal teasé par mon ami Mathieu du coin du bis. Il m'avait dit, tu vois, il est formidable, il est dégueulasse, ça va te plaire, t'aimes les trucs dégueulasses, tu vas kiffer et tout. Alors, il me l'a survendu un petit peu. Alors c'est vrai qu'il est dégueulasse, c'est vrai qu'il est poisseux et tout, les acteurs ont des gueules pas possibles, enfin les personnages en tout cas, et en plus c'est inspiré d'un fait divers, voilà, donc un truc qui s'est vraiment passé. Et donc l'histoire, pour faire grosso merdo, c'est un gars qui va dans des bars, le mec il est dégueulasse, il a une gueule vraiment cassée, et il est seul, donc il est repoussant, et il cherche des nanas, tu vois, donc il les ramène à la maison, et bon, autant vous dire que ça se passe pas très bien pour elle. Il vit dans un appartement, il a des photos de meufs à poil sur les murs et tout, enfin il est dans un truc, enfin, ça pue chez lui, il est alcoolique, il est dépressif seul, enfin bon, ça va pas du tout, on dirait un épisode de striptease qui tourne mal. Alors c'est un film de Fatih Akin, c'est le premier film que je vois de ce réalisateur, mais apparemment c'est un très très bon réalisateur, il faudrait que je vois Head On de lui, qui m'a été aussi conseillé par un ami. Donc je l'ai mis à la 10e place parce que c'est un film qui m'a quand même marqué, il y a quand même des scènes assez d'anthologie, et puis c'est un film, voilà, où tu ressors, c'est vrai que tu as envie de prendre une douche, quoi. Tu te sens sale. Ah, puis c'est vraiment bien interprété. Les maquillages sur l'acteur principal sont assez incroyables, regardez. Et donc ouais, voilà. Donc ce film, je vous le conseille quand même parce qu'il est très sympathique dans son genre. Numéro 9, un petit film de festival que j'ai vu au Festival du film fantastique de Strasbourg. Represent, donc cette année, et qui donc voilà, s'appelle Burn. Donc film réalisé par Mike Gann, qui n'est pas connu du tout, et qui nous signe un petit huis clos dans lequel Melinda, c'est une nana qui est complètement pétée dans sa tête, enfin complètement, ça va, c'est pas non plus très visible. Elle travaille donc dans une station essence, et là elle va se faire braquer. Parce qu'elle travaille à la caisse, du coup, avec une de ses amies qui est une pouffe pas possible, qu'elle déteste, mais qui est super jolie. Elle est moins jolie et tout, enfin bon, bref, vous verrez. Et donc, elle se fait braquer par un beau gosse, et elle veut repartir avec lui. Donc lui, évidemment, il veut pas, ce qu'il veut, c'est du pognon. Et là, évidemment, bah, ça tourne mal. Et c'est super, il y a un super rythme, on se fait pas chier du tout. Les acteurs jouent bien, ils sont pas connus mais ils jouent très très bien, il y a une très très bonne ambiance, une très très belle photographie, une bonne bande son, enfin franchement le film est excellent. On l'a regardé avec mes potes, David et Adrien, et on a passé un excellent moment, je vous le conseille vivement. Numéro 8, One Cut of the Dead, un film qui nous vient du Japon et qui a eu un super succès là-bas. Donc c'est un film qui a été fait avec un tout petit budget, qui a rapporté énormément d'argent à son réalisateur. Donc son réalisateur Shinichiro Ueda, qui a fait un film de found footage de zombies. Donc il réinvente un petit peu le genre du film de zombies qui je trouve qui est éculé. Alors comme vous le savez, j'ai vu Zombieland, le retour à Zombieland, j'avais pas du tout aimé, bon bref on en reparlera plus tard. En gros c'est une équipe de tournage qui va faire un film de zombies, mais ils vont s'apercevoir qu'il y a des vrais zombies. Voilà, donc je vous en dévoile pas plus parce que c'est un film qui a pas mal de bonnes surprises, et c'est vraiment super original, c'est super bien joué, c'est très très fun, très très drôle. J'en ai parlé en vidéo, donc n'hésitez pas à aller voir cette vidéo, je vous mets l'affiche. Je n'ai pas plus à dire, One Cut of the Dead, très très bonne surprise que j'ai vue au Festival du film fantastique de Bruxelles. Hein, j'ai fait beaucoup de festivals cette année, j'en ai fait 2, bon, c'est déjà pas mal. Numéro 7, Fury d'Olivier Abou, dont je vous ai aussi également parlé. Hop, l'affiche qui s'affiche, et l'affiche qui s'affiche est géniale. Donc il y a eu l'interview de Olivier Abou et tout, donc c'est un film, un super film franchement, inspiré aussi d'un fait divers. Donc je raconte vite fait l'histoire. En gros, c'est des gens qui partent en vacances, ils ont laissé leur maison à leur babysitter, donc une personne qu'ils connaissaient. Ils partent en vacances, ils font du camping, machin, dans leur van, ils reviennent, tac, la serrure ne marche plus, ils ne peuvent plus rentrer chez eux. Qu'est-ce qui se passe? Eh ben en gros, les gens à qui ils avaient prêté la maison ne veulent plus leur rendre
leur maison. Et donc du coup, ils sont obligés de dormir dans un camping, dans leur caravane, machin. C'est l'enfer. Et donc du coup, c'est vraiment arrivé, cette situation. Alors là, évidemment, c'est enjolivé, ça part limite dans du slasher, dans du home invasion et tout. C'est super parce qu'on se dit, putain, j'aimerais pas que ça m'arrive. Et du coup, on se sent vraiment dans la situation. Enfin, on en fait preuve d'empathie, tout simplement. Alors après, le film parle un petit peu de trop de choses à la fois, mais il est super agréable à regarder, et franchement, Olivier Abou fait de très bons films. Territoire est un excellent film dossier de ce réalisateur français. Je vous invite à aller voir le podcast Sans Visage, on parle de Territoire dans le dernier épisode, en tout cas, enfin l'épisode qui va sortir prochainement sur les films français. Numéro 6, Wedding Nightmare. Alors ça, c'est un film que je suis allé voir au cinéma. Alors je me suis dit, ouais, ça a l'air pas mal. L'affiche me parlait. Puis je sais pas, j'aime bien le pitch. En gros, c'est une espèce de cache-cache géant dans un manoir. C'est une nana qui se retrouve coincée comme ça et poursuivie par sa belle famille. Et j'aime bien le concept. Donc je suis allé voir ça. Et donc au final, le film est super sympa. Genre, la déception, c'est que le concept du cache-cache n'est pas super exploité, je trouve. Mais c'est un film qui est drôle à la fois, qui a beaucoup de suspense, et puis qui a un final dantesque, franchement, que je n'ai pas vu venir, enfin personne l'a vu venir, je vous en parle pas, mais en tout cas la fin est vraiment très cool. Et l'actrice principale est formidable, en plus d'être magnifique. Elle s'appelle Samara Weaving, elle est australienne, et on a pu la voir dans le film Babysitter, donc c'est un très très bon film de genre aussi. Donc voilà, donc c'est une adepte un petit peu du cinéma de genre, et je pense que ça va être une très très bonne Scream Queen et qu'elle va percer, enfin en tout cas, on y croit, Samara. Elle était aussi dans le film Mayhem, où elle jouait avec l'acteur qui jouait Glenn dans Walking Dead, et ce film est assez sympa. Alors le concept est plus sympa que le film en lui-même, qui est un peu foutraque, mais Mayhem est aussi un film que je vous conseille. Alors petit fun fact sur le film que j'ai trouvé sympathique, c'est que ils ont designé 17 putains de robes de mariage pour le personnage de Grace, qui est joué par Samara. Je trouve ça quand même assez ouf. 17 putains de robes de mariée, juste pour elle, juste pour avoir la meilleure robe qui pourrait le mieux définir son personnage. Voilà. Se faire buter en robe de mariée en plus avec le sang sur les robes, ça contraste, enfin, c'est parfait, ça me fait penser au Nouveau Sauvage. Nouveau Sauvage, excellent film, il y a un segment, un film à court-métrage sur un mariage qui tourne mal. Regardez-le, c'est al dente. Numéro 5, The Perfection. Donc The Perfection est un film que j'ai vu sur Netflix, j'ai découvert comme ça, je savais pas quoi me foutre, je me suis mis ça, et j'ai adoré. C'est excellent. Donc c'est l'histoire de deux violoncellistes professionnels, donc c'est des prodiges, c'est des génies, mais qui vont se tirer la bourre, voilà, pour avoir les faveurs de leur maître, se tirer la bourre pour être les meilleurs, quoi. Et évidemment, ça va mal se passer. Alors, ce sont deux personnes qui vont se devenir les meilleurs amis du monde. Voilà, elles se connaissaient déjà un petit peu avant et tout. Je veux pas vous en dire trop, mais il y a beaucoup de choses qui vont être un petit peu de l'ordre du fantastique, mais on sait pas. Mais voilà, donc c'est un film qui est assez mystérieux et qui a une évolution crescendo qui va partir dans du burlesque, un petit peu comme Wedding Nightmare, un petit peu ça, c'est assez comique à des moments. Mais en tout cas, le film est super. Alors pareil, c'est un film indépendant à petit budget. Et c'est très très bien interprété. On y retrouve d'ailleurs une actrice qui était dans Get Out, qui joue la copine du personnage noir qui se fait inviter chez ses beaux-parents. Et ouais, excellent film, The Perfection. Alors je vais pas dire que c'est le film parfait, Perfection parfait, excellent van. Mais franchement, parfois il y a des choix qui sont over the top et qui sont complètement assumés, et je trouve que ça fonctionne très très bien. Alors bien sûr, il y a parfois quelques grosses ficelles, des films d'horreur qui sont pas utiles et un peu grotesques, mais le film en lui-même, il est bien. Et je trouve qu'il est original et qu'il a le mérite d'être vu. Donc voyez-le. Numéro 4, Parasite de Bong Joon-ho. Alors évidemment, film qui a eu la Palme d'Or à Cannes. Je ne vais pas vous faire l'affront de vous expliquer, ce n'est pas une surprise évidemment, mais ce film est formidable. Voilà, donc c'est plus un thriller qu'un film d'horreur évidemment, ou un drame social. Mais il y a des codes du film d'horreur qui sont utilisés dans ce film, donc j'avais envie de le mettre dans mon classement de films d'horreur. Parce que j'adore, c'est terrifiant avoir des gens qui s'immiscent dans ta vie, qui viennent chez toi et qui... Alors, après voilà, c'est un trip de bourgeois et de différences de société, voilà, donc en gros c'est pour faire le pitch pour ceux qui ne connaissent pas. Et donc si vous ne connaissez pas ce film, allez le voir, hein, évidemment, donc les films de ce top sont des films à voir, c'est logique, je vais pas le dire à chaque fois. C'est des gens qui cherchent du travail et ils vont dans une famille très très riche, et ça va commencer par une personne qui va trouver du boulot dans cette famille, qui va conseiller une autre personne de sa famille, voilà, alors que la famille bourgeoise ne sait pas qu'ils sont tous reliés. Et donc voilà, donc ils vont chacun avoir un job dans cette maison et ils vont commencer à squatter la maison de manière totalement creepy. Et cette maison recèle pas mal de secrets. Voilà, donc c'est un film à l'esthétique
fabuleuse. Bong Joon-ho est un réalisateur incroyable que j'adore, un réalisateur coréen. C'est vraiment excellent, donc c'est un film très très populaire. Donc Parasite a eu énormément de succès en France. Voilà, donc c'est depuis 2004, je crois, qu'il n'y a pas eu autant de gens qui sont allés voir un film palmé à Cannes, depuis le film de Michael Moore, qui est Fahrenheit 9/11, d'un documentaire voilà, sur le 11 septembre que je n'ai pas vu malheureusement, mais il faudrait que je le voie. Et donc voilà, donc je trouve ça vachement bien qu'il y ait un film, voilà, parce que d'habitude les films qui ont eu la Palme d'Or à Cannes, on s'en branle de manière générale, enfin le public en tout cas s'en branle, moi j'aime bien le regarder, mais de manière générale, enfin voilà. Et donc celui-ci vraiment c'est un film assez universel, c'est assez facile d'accès. Et même que le film a eu un doublage français, donc pour que voilà, pour qu'en salle les gens puissent les voir dans des grands multiplex et tout, que un maximum de gens puissent voir ce film, qui d'ailleurs je crois encore aujourd'hui est encore à l'affiche, hein, donc c'est dire depuis le temps qu'il a eu sa récompense et depuis le temps qu'il est sorti, c'est assez incroyable. Donc ouais, Parasite, excellent film, voyez-le. Ça y est, nous arrivons au podium, le top 3 des films d'horreur de 2019, et le numéro 3 sera Us de Jordan Peele. Alors j'avais adoré Get Out, mais j'ai encore plus aimé Us en fait. Je trouvais le film, même si tiré par les cheveux, encore une fois, donc c'est l'histoire d'une famille qui se retrouve attaquée chez elle par une autre famille, et qui se trouve être la même famille. Ils se font attaquer par eux-mêmes, mais habillés dans des costumes rouges, voilà, on comprend pas trop. Donc il y a une grosse part de mystère, on sait pas trop ce qui se passe dans ce film, comment ça se fait qu'il y a des doubles partout qui surgissent, et on aura la réponse à la fin du film. Alors c'est un peu une critique de la société américaine, ardent toujours dans l'afro-horror, comme il appelle Jordan Peele avec Get Out, c'est-à-dire que de l'horreur avec des noirs qui sont mis en scène et qui sont les personnages principaux. Il y a une critique des États-Unis, toujours, une critique du racisme, une critique de la société de consommation, une critique de plein de choses, mais c'est pas le point, même si les critiques et tout, et les messages politiques m'intéressent dans les films. Dans ce film, ce qui m'intéresse, c'est déjà, outre la réalisation que j'ai trouvé excellent, le jeu d'acteur qui est vraiment super avec l'actrice dont je me rappelle jamais le nom, mais qui est aussi dans Little Monsters, que j'ai beaucoup moins aimé d'ailleurs, avec Lupita Nyong'o, je suis allé vérifier parce que ça m'a saoulé, que j'avais pas trop aimé en tout cas dans Little Monsters, mais que j'avais bien aimé dans Us, et voilà. Et donc du coup, ce film, je sais pas moi, même si j'ai pas spécialement tout compris à la fin, je me suis dit putain mais qu'est-ce que je viens de voir et tout, et encore aujourd'hui j'ai pas spécialement fait de recherche sur internet, mais j'aime bien rester aussi parfois sur ma faim. Voilà, il y a certaines personnes disent qu'il y a trop d'incohérences et tout, mais moi j'ai vraiment pris le film tel qu'il était, tel qu'il a été présenté, et j'ai passé un très très bon moment de cinéma. Donc ouais, donc il y a beaucoup d'images très très fortes, t'es happé dans le film parce que il y a beaucoup de mystères autour de la situation des personnages qui évoluent dans cette narration, et c'est vraiment super. Numéro 2, Le Dain, film de Quentin Dupieux. Alors j'adore Quentin Dupieux qui a fait Rubber, qui a fait Au Poste, qui a fait Réalité, Wrong, etc. J'aime beaucoup son cinéma de l'absurde, voilà, c'est toujours très absurde, et là on est sur quelque chose de super absurde aussi. C'est un gars, c'est Jean Dujardin, qui achète une veste en daim et toute la panoplie en gros, mais sa veste lui parle et lui dit de tuer des gens un petit peu, mais pas juste pour tuer les gens, pour récupérer leur veste. Elle veut être la seule veste dans le monde. Formidable. Donc Jean Dujardin va récupérer les vestes des gens et ça va mal tourner, ça va tourner en slasher. Alors c'est plus un film social absurde, mais il y a de l'horreur parce que clairement il tue des gens et voilà. Et donc en plus il y a un côté found footage où il va filmer tout ça avec une caméra dégueulasse, et c'est formidable parce que c'est un film dans le film, c'est super méta, c'est fait avec peu d'argent, c'est super ingénieux. Tu ressors du film, t'as envie de deux choses. T'as envie déjà de faire ton propre film parce que tu te dis mais putain mais ça a l'air facile, parce que tu vois Jean Dujardin qui fait un film easy, il le fait, il sort, il le fait, ça a l'air cool, et tu te dis bon Quentin Dupieux il a fait ce film aussi, et puis bon, je dénigre pas le talent de Quentin Dupieux, mais ça a l'air facile en tout cas quand tu le vois. C'est un peu comme quand tu regardes du skateboard, tu sais, t'as l'impression que faire un kickflip c'est facile, mais pas du tout en fait. Et donc là c'est pareil. Et deuxième chose, t'as envie de voir l'enregistrement final de Jean Dujardin, parce que oui, un film dans le film quoi, le méta. Et la fin du Dain est très impressionnante, moi j'ai beaucoup aimé. D'ailleurs comme dans Au Poste, la fin va vous surprendre, elle va vous étonner, la 8e est incroyable.
Le film numéro 1, c'est Midsommar. Donc Midsommar, je vous en ai parlé, je vous en ai fait une vidéo de plus de 20 minutes. Allez la voir parce que j'ai beaucoup bossé dessus et je vous dis un petit peu tout ce que j'en pense. J'ai pas vu la Director's Cut depuis parce que Ari Aster, donc le réalisateur, a sorti la Director's Cut dans le DVD avec 20 ou 25 minutes de plus. Je l'ai pas encore vu, j'aimerais la voir évidemment. De toute façon, ce film, il faut que je le revoie parce qu'il y a tellement de détails qui sont passés à la trappe. Donc pour faire simple, l'histoire, c'est une nana qui, après la mort très bizarroïde de ses parents, va se retrouver en deuil avec son copain et son copain part en Suède, je sais plus, en Suède, Norvège, ça fait longtemps, c'est un peu obscur, part dans les pays scandinaves en tout cas pour une fête qui est le Midsommar. Donc ça se passe à la milieu de l'été, hein, Midsommar, où la journée est totale. C'est-à-dire que voilà, le film d'horreur se passe en plein jour et ça c'est super appréciable. Donc c'est carrément une secte, voilà, une espèce de culte païen qui ont des rituels très bizarroïdes à base de sacrifices et compagnie. Et donc du coup ils vont avoir du mal à se défaire de cette secte et des choses bizarres vont arriver. C'est le moins qu'on puisse dire. C'est un film qui n'utilise pas les vieux artifices du jumpscare, des trucs tout pourris comme ça. Ça se passe en plein jour, il y a une réalisation impeccable, il y a une déformation de l'image quand ils sont défoncés, enfin, il y a des trucs, des choses qui sont très très originales. Bon, bien sûr, on est sur un groupe de jeunes qui prennent des décisions un peu cons, mais ça reste un film d'horreur, il faut prendre des décisions à la con pour que ça avance. Mais j'ai trouvé la réalisation super, la bande son excellente, je l'écoute encore parfois quand je travaille, elle est super anxiogène. J'aime beaucoup les films comme ça. J'ai découvert grâce à Midsommar un petit peu, on va dire, le folk horror, donc les films avec du satanisme, des sorcières, des cultes païens comme ça. Il y a The Wicker Man, donc je vais vous parler, vidéo que je suis en train de préparer, donc sur un film formidable qui est très très proche d'ailleurs de Midsommar. Donc film de Ari Aster qui avait fait Hérédité, j'avais adoré Hérédité déjà. Midsommar, petite pépite de 2019, franchement le top. Le top! Ma caméra vient de se casser la gueule, mais c'est pas grave, on va quand même continuer cette vidéo. On va passer au top 3 tout de suite, hors film d'horreur. Et le numéro 3, c'est 8th Grade, un film de Bo Burnham, donc qui est un film... Hop, et tu vois, je t'avais pas menti. Bo Burnham est un gars qui fait du one-man show, du stand-up, et il est excellent dans aller regarder ses spectacles Make Happy et What, qui sont, je crois qu'ils sont dispo sur Netflix, si je dis pas de conneries. Et le mec, il réinvente les codes de l'humour, enfin, c'est du génie. Franchement, c'est du génie, entre chansons, stand-up, un peu sketch, un peu, enfin, voilà, c'est excellent, c'est un rythme fou, le mec est fou. Le gars a vraiment une vision sur le monde, et c'est ça que j'aime bien déjà dans ses spectacles. Et donc c'est pour ça que je me suis tourné vers ce film en fait, parce que je me suis dit, le mec est un génie sur scène. Est-ce que derrière la caméra, est-ce qu'il est tout aussi génial? Eh bien écoute, oui, il a une vision sur l'adolescence qui est assez juste, je trouve, malgré que ce soit fait avec des ados d'aujourd'hui qui sont connectés. Moi j'étais un ado qui était sur Minitel, là, concrètement je suis vieux as fuck. Pas tant, arrête, pas tant. Et donc on y suit une jeune fille qui est accro à son portable, qui est en pleine crise d'adolescence, elle a 13 ou 14 ans, enfin 8th grade, je crois que ça correspond à la 4e, je crois, un truc comme ça, ou à la 5e. Et donc elle est toute jeune, et elle va se faire des amis, mais elle va avoir du mal, elle va tomber amoureuse, mais ça va être compliqué, enfin voilà, c'est des problèmes d'ado. Les histoires avec son père aussi vont être compliquées, les rapports avec son père vont être compliqués, et voilà, donc c'est un film qui est assez émouvant, assez juste, et puis j'aime la vision simpliste qu'a Bo Burnham, sa façon de réaliser, sa façon de faire de la musique, il est très très proche, enfin bon, c'est pas proche mais très enclin à faire de la musique, c'est un musicien quoi, clairement dans ses spectacles il fait du piano et tout, et ça se ressent dans son film. Voilà. Alors le truc est plutôt mal étalonné par rapport au son, je trouvais ça chelou, tu sais, les genres de films où d'un coup ça parle normalement et puis bam, musique d'enculé quoi, tu vois, là tu fais oh, et tu baisses le son comme ça, tu sais, tu as toujours la télécommande sur toi et tu fais ok, attention là ça va y avoir de la musique. Voilà. Donc voilà, dans 8th grade, dernière année je crois en français, qui est un petit bijou à regarder. En deuxième position, Once Upon a Time in Hollywood de Quentin Tarantino, qui nous parle de l'industrie du cinéma à Hollywood dans les années 70 et notamment de l'affaire de Sharon Tate, à savoir la femme de Roman Polanski qui, comme je vous en ai parlé au début de la vidéo, a été sauvagement assassinée par la Manson Family. Bref, si vous n'avez pas vu ce film, bon, évidemment c'est un Tarantino, c'est très bavard, mais c'est aussi un film qui transpire l'amour pour le cinéma. Donc fatalement j'ai aimé, il y a des références avec Bruce Lee, qui apparemment est était un mec super orgueilleux, et que Bruce Lee, enfin je crois que c'est son fils qui se serait plaint après de Tarantino d'avoir fait passer son père pour un fiefé connard, mais Tarantino lui a répondu que c'était de toute façon un connard. Hein, voilà. Donc je ne connais pas Bruce Lee, mais j'adorais les films de Bruce Lee quand j'étais adolescent, et j'adore Polanski aussi. Enfin voilà, toute l'industrie du cinéma, et puis pas Tarantino, mais DiCaprio et Brad Pitt jouent tellement bien, c'est formidable, et puis voilà, c'est super méta, enfin ça parle de l'industrie du cinéma de toute façon, donc voilà, je me suis régalé, je l'ai vu en salle, un grand moment, enfin je suis un peu un fanboy de Tarantino aussi, donc
un peu compliqué d'être objectif, mais j'ai beaucoup aimé. Et le premier de ce classement, c'est Joker. Alors Joker, évidemment, de Todd Phillips, qui a déchaîné les foules parce que il a fait couler beaucoup d'encre quelque part, parce que c'est un film du DC Universe, mais qui est un drame en fait. Alors j'ai failli le mettre dans le film d'horreur, mais bon, faut pas pousser non plus. C'est pas du tout un film d'horreur, mais s'il y a un petit peu des scènes gore et tout, c'est plus un drame, voilà, clairement. Dans l'univers des super-héros, en tout cas, c'est un peu les origines du Joker. On voit un petit peu comment il est devenu le Joker par le prisme de sa maladie. C'est quelqu'un qui est malade et son rire compulsif est expliqué dans le film. On y retrouve des petits easter eggs avec Batman, notamment, enfin Bruce Wayne, quoi. Enfin, il y a la famille Wayne et tout ça. C'est vraiment l'univers Batman dans un New York et tout, très Taxi Driver, enfin voilà, c'est du Scorsese quoi le truc, enfin c'est clairement, en plus il y a De Niro dedans, donc c'est pas un hasard, c'est un peu entre voilà, Taxi Driver de Scorsese et La Valse des Pantins aussi, que j'ai découvert cette année, qui est un film formidable avec De Niro, qui est plus ou moins la même histoire. C'est un gars qui vit chez sa mère et qui est seul et qui veut percer dans le stand-up, et il veut aller dans un talk show, mais ça marche pas, donc il kidnappe le présentateur, et donc tu vois, c'est très en raccord avec Joker. Et donc du coup voilà, je me suis régalé parce que Taxi Driver, La Valse des Pantins, Joker, toute cette histoire, en plus du stand-up, moi je fais du stand-up, et du clown aussi, je fais du clown, donc ça m'a vraiment beaucoup parlé. Voilà, j'ai trouvé l'histoire vraiment émouvante, la musique est top, je me suis régalé quoi. Il n'y a rien d'original à aimer un Tarantino et à aimer Joker, tout le monde a aimé ses films, ou Parasite, mais quelque part ce sont des bons films, pas la peine de faire le gars qui fait ah mais non, ils sont bons quoi. Il y a des moments tu peux pas chier dans la soupe, je sais pas si ça se dit, mais tu peux pas chier dans la soupe. Ok, maintenant je vais rapidement vous faire mon flop 5, alors dans le désordre total de 2019, les 5 films d'horreur qui m'ont, enfin d'horreur, d'horreur, de genre en tout cas, qui m'ont le moins plu, qui m'ont le plus déçu. Alors déjà il y a le film The Dead Don't Die, dont je vous ai parlé en vidéo, l'affiche est là. Et donc ouais, dans le film de Jim Jarmusch qui essaye de faire un film de zombies comique, que j'ai trouvé complètement inutile, qui était pas drôle et qui était carrément soporifique. Enfin voilà, en tout cas, bon, j'en ai parlé dans la vidéo. Ensuite, il y avait dans les Hautes Herbes, adaptation de King, qui est sur Netflix, film dans lequel des gens se perdent dans un champ avec des hautes herbes, comme son nom l'indique, et c'est la merde dans le champ, il y a des problèmes spatio-temporels, on va dire, voilà. Et alors, le concept de base est intéressant, je trouve, mais dans la réalisation, putain, mais c'est super foutraque, les acteurs sont dégueulasses, enfin, j'ai pas aimé, je crois qu'il y a le mec qui joue dans Conjuring, et le Warren, et j'ai trouvé ça nul à chier, je me suis endormi, enfin, j'arrivais pas à rester dans le délire et tout, alors que j'étais bien réveillé, enfin, j'étais pas fatigué dans le film. Donc ouais, grosse déception. Ensuite, il y avait Glass de Shyamalan, donc celui-là, je l'attendais un peu comme le Messie, parce que j'avais adoré Split déjà, et puis Incassable aussi, qui était vraiment très très bien. Donc voilà, la trilogie de super-héros, le Shyamalan Universe, je trouvais ça vraiment une très très bonne idée. Vraiment, Split m'avait vraiment marqué, que j'avais découvert à Jean Armé. Mais là, putain, mais c'est super décevant. Alors j'en ai un souvenir très lointain, parce que je l'ai vu en début d'année, mais j'avais trouvé la scène finale sur le parking cheap de ouf, et il n'y avait aucune tension, enfin je trouvais que ça fonctionnait pas quoi. Donc grosse déception. Ensuite il y avait Serenity avec Matthew McConaughey et Anna Thaoué, dont j'en ai même quasiment aucun souvenir tellement je l'ai trouvé chiant. Enfin, c'est le film qui te brain, qui te fait waouh, qu'est-ce que c'était cette merde, et après tu l'oublies le lendemain. Voilà, j'avais lu de très bonnes critiques sur ce film, donc du coup j'ai pas vraiment compris ce qui m'est arrivé. Voilà. Autre film très oubliable que j'ai vu en festival. Alors j'ai pas trop choisi des films de festival, parce que souvent c'est des petits films à petit budget, des films indépendants qui voilà, faut leur laisser leur chance. Mais celui-là c'est un film de Lucky McKee, qui est quand même un réalisateur qui commence à être assez connu, qui a fait May, et là qui a fait Kindred Spirits, qui est une espèce de comédie horrifique dans une banlieue américaine, qui est nul à chier, avec aucune tension, tout est prévisible et déjà vu, enfin c'est du recyclé, c'est du réchauffé, enfin c'était de la grosse merde. Kindred Spirits, pas bien du tout, et voilà, ça fait 5 films que j'ai pas aimé. Alors après, de manière générale, dans hors horreur, il y a Tanguy 2, grosse merde, voilà. Il y en a peut-être d'autres que j'oublie, j'ai vu 200 films, donc voilà, ça passe. Voilà, la vidéo est terminée, n'hésitez pas à me dire si vous avez aimé certains films dont je vous ai parlé, si vous avez envie d'en découvrir, n'hésitez pas à me partager aussi vos impressions, toujours dans la bienveillance évidemment, les commentaires haineux seront supprimés évidemment,
Et un pouce en l'air, abonnez-vous, et puis voilà, puis je vous dis à bientôt. Bisous. Voilà, la vidéo est terminée. N'hésite pas maintenant à aller me rejoindre sur les réseaux sociaux, aller sur YouTube. Tu peux aussi regarder une pub là-dessus et ça me donne de la thune. Pas beaucoup, mais ça fait plaisir. Bon, voilà, partage la vidéo évidemment. J'ai passé 1000 ans à la faire. Je te fais des bisous. Tu es un public formidable.